Alors nous allons continuer avec une séquence maintenant qui est intitulée «Comment évaluer l'impact des politiques de diversité et d'inclusion au sein de vos organisations? Comment s'assurer que les mesures que l'on propose ont un effet réel et concret sur les inégalités que l'on observe?» Et pour nous répondre, j'appelle tout de suite Tanguy Bizien, responsable des études au sein de l'Association française des managers de la diversité. Tanguy, c'est à vous. Alors soyez le bienvenu et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ça a fini effectivement un peu plus tôt, donc j'ai dû courir pour arriver ici. Je suis ravi d'être là ce matin pour vous présenter le dernier ouvrage de la FMD, Comment évaluer l'impact des politiques de diversité et d'inclusion, une méthode par l'enquête. Donc je suis Tanguy Bizien, responsable des études à la FMD, et c'est moi qui ai piloté le groupe de travail dont cet ouvrage est issu. Donc l'ouvrage, vous l'avez ici, et vous pouvez le récupérer quand vous sortez. Donc, j'aimerais dans un premier temps un peu contextualiser le groupe de travail, avant de revenir de manière succincte sur les trois parties qui composent l'ouvrage, et ce afin de mettre en avant ses principaux enseignements. Alors, cet ouvrage est donc le fruit d'un travail collectif avec des professionnels désireux d'accompagner le changement au sein de leurs organisations. Il a été piloté côté professionnel par Chloé Hamelin-Barbier, responsable RSE à Rennes School of Business, que vous allez entendre ensuite dans la table ronde, et par Céline Parsou, qui est responsable diversité et inclusion chez Ubisoft, Vincent Arnaud-Chape, chargé d'études au chargé de recherche au CNRS, et Malik Amila, doctorant à l'EHESS, ont été les pilotes académiques et ont rédigé l'ouvrage. Donc au total, ce sont 16 organisations adhérentes de la FMD, issues du secteur privé et public, qui ont rendu ce travail possible, et je tiens à les remercier, ainsi que les pilotes académiques pour leur engagement tout au long de ce GT. Donc l'engagement, c'est ce qui nous rassemble ce matin, et c'est pour moi une notion clé, car la prévention des discriminations et les enjeux liés à la diversité et à l'inclusion au travail nécessitent de l'engagement de la part des entreprises. Mais il n'y a pas d'engagement sans une compréhension fine des enjeux et une expertise forte sur les questions de RSE et d'E&I. Donc, afin de gagner en expertise, il est nécessaire de pouvoir évaluer avec précision d'où l'on part et ce qu'on parvient à modifier. C'est une nécessité qui se pose d'abord à un niveau individuel pour les responsables diversité et inclusion. Afin de donner une légitimité et un sens à leur travail, elles et ils doivent être capables d'en apprécier les effets. C'est aussi et surtout une nécessité organisationnelle, et c'est là pour moi un point vraiment important. Pour que le collectif de travail fonctionne, il faut qu'il perçoive les conséquences des engagements de son organisation. Ces nécessités se sont imposées au groupe de travail, et on a démarré par des questions extrêmement simples, mais évidemment, derrière le simple, en général, se cache le très compliqué. Donc les questions simples, c'était c'est quoi l'impact? Comment ça se mesure? C'est quoi de mesurer? C'est quoi les indicateurs, etc. Et donc, évidemment, on s'est aperçu que la notion d'impact, qui a l'air très simple, était en réalité extrêmement complexe. C'est la raison pour laquelle la première partie du bouquin, elle permet de mettre à plat ce qui constitue une démarche de l'évaluation de l'impact. Donc, on peut passer peut-être à la slide suivante. Voilà, merci. Au moment où on a démarré le groupe de travail, la CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, était déjà dans toutes les têtes. Et il y avait un désir de mieux comprendre cette directive européenne entrée en vigueur cette année. L'une des vocations premières de cette directive est de lutter contre les usages cosmétiques et purement symboliques de la RSE et de la diversité et de l'inclusion. Il constitue donc un appui aux politiques diversité et inclusion, mais cet acronyme CSRD peut aussi intimider. Or, pour faire de la CSRD un levier d'engagement, il est absolument nécessaire de maîtriser l'une des notions clés de l'impact, qui s'appelle l'imputabilité. Et l'imputabilité, ça désigne le lien entre des actions et des effets. Or, on a compris aussi qu'il était difficile d'établir un lien direct entre des actions et des effets. Je dis bien direct. Et c'est ça, en fait, tout le questionnement un peu du livre. Ça ne signifie pas que les actions n'ont pas d'effet, mais qu'elles peuvent être déviées ou contrariées en cours de route, un peu comme un cours d'eau qui emprunte différents chemins avant d'atteindre sa destination finale. Donc, il faut être en mesure d'anticiper les effets que vont produire les actions qu'on met en place. Alors, c'était pas là. D'accord. Cette prise de conscience nous a permis de sortir du mythe de l'impact pur, et ça, c'est un élément clé aussi. Donc, il y a des croyances et des idées toutes faites par rapport à l'impact, et donc on a essayé de déconstruire ça pour construire une méthode qui soit réaliste et pragmatique. Voilà.
Donc ça, c'est un enjeu fort aussi du livre, parce qu'on s'est aperçu dans le groupe de travail que les 16 organisations n'avaient pas les mêmes définitions de l'impact, n'avaient pas les mêmes manières d'y arriver, alors qu'on fait tous de la diversité et de l'inclusion. Donc ça, c'était un élément fondateur. Et donc, cette prise de conscience, effectivement, nous a permis de sortir du mythe de l'impact et d'engager les responsables D&I, RH, RSE, à prendre en compte les spécificités de leur organisation, le contexte socio-professionnel et les différentes contraintes organisationnelles qui peuvent freiner l'évaluation des politiques mises en place. Donc, c'est tout l'enjeu de la première partie de l'ouvrage, déconstruire les idées reçues sur la mesure d'impact afin de construire une approche réaliste et pragmatique. La première partie, elle offre donc des repères pour entrer dans l'action. Et il nous semble donc que pour agir, en fait, il faut comprendre les phénomènes complexes, les dégonfler, pour pouvoir ensuite arriver à des niveaux qui sont plus appropriables, plus facilement captables. Sinon, on reste dans des grands enjeux qui sont, à notre sens, assez intimidants. Et donc, il y a une posture qui nous semble vraiment adaptée pour agir, c'est la posture d'enquête. Et donc, on propose aux responsables diversité et inclusion de se mettre dans la peau d'un enquêteur ou d'une enquêtrice. Et donc, cette posture d'enquête, ici, l'enquête, ça a un sens académique ou universitaire. C'est-à-dire essayer de construire une méthode et un cadre d'évaluation correspondant à son entreprise et aux problèmes spécifiques qui s'y posent. Et donc, évidemment, pour rentrer dans l'enquête, et on peut passer au slide suivant avec le schéma, voilà. On a fait un magnifique schéma pour essayer de déconstruire un peu toutes les étapes pour mener à l'impact. Et donc, la première étape pour nous, qui paraît absolument évidente, c'est de problématiser. Mais on a l'impression, on a vu au groupe de travail que généralement, en fait, cette étape, elle était un peu évacuée rapidement. Or, cette étape de problématisation, elle prend du temps et elle nécessite un temps long. Et donc, la question, c'est comment objectiver et expliciter ce qui pose problème. Je prends un exemple, la mixité. Si l'objectif, c'est de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, la mixité est un problème, car elle exclut une partie des travailleurs potentiels. Si l'objectif est l'égalité de traitement entre les sexes pour des questions de justice, la mixité n'est pas le véritable problème. Le véritable problème est que les métiers masculinisés offrent généralement de meilleures perspectives de carrière que les métiers féminisés. L'action doit donc se concentrer sur la reconnaissance des compétences dans les métiers féminisés pour ouvrir des perspectives d'ascension. Donc en fait, ce qu'on essayait de faire, c'était de se dire, sous les grands mots handicap, mixité, etc., quel est le problème que tu as ? Et donc, il y a déjà plein d'outils pour capter un tout petit peu en interne les problèmes, et cette manière d'expliciter va permettre de faire ensuite des hypothèses, se dire, OK, maintenant j'essaye de rentrer un peu dans mon plan d'action. Pour mettre en place mon plan d'action, je vais émettre des hypothèses sur la cause du problème, et je vais tester 2 ou 3 hypothèses. Et donc, ces hypothèses, ça permet de résoudre ce problème. En fonction des objectifs que l'on se donne et des normes que l'on souhaite faire évoluer, on va émettre ces hypothèses et mettre en place son plan d'action. Et pour moi, il y a un élément clé qui arrive en 3e position, et qui est là, qui est extrêmement important, c'est essayer d'expliciter l'effet des enchaînements, non pas du tout, c'est d'expliciter l'enchaînement des effets attendus. Donc ça veut dire, vous mettez en place quelque chose, et il faut essayer d'anticiper au maximum pour se dire, c'est ça qui est attendu in fine. Voilà. Et donc, évidemment que ça se fait aussi en prenant en compte la réalité organique du terrain. Et c'est pour ça aussi qu'il faut une fine connaissance de son organisation et des problématiques propres, de sa culture d'entreprise. Donc, il faut borner son plan d'action dans le temps et dans l'espace pour produire des indicateurs à même de faire remonter les bonnes informations. J'insiste, les questions de temporalité sont centrales. Non seulement certaines actions ne peuvent pas produire d'effets à court terme, mais dans le temps, les choses se modifient. Et donc, nous plaidons pour mettre en place, s'entourer d'enquêteurs et d'enquêtrices, avoir une communauté d'enquêteurs et d'enquêtrices. Donc, ces enquêteurs et ces enquêtrices peuvent être des sponsors, évidemment, de la diversité et de l'inclusion, et donc on fonctionne comme ça par rapport à la D&I, mais pas forcément. Et c'est là un autre élément clé pour moi. L'évaluation de l'impact permet de faire de la D&I un levier d'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. Il s'agit de créer une vision partagée, permettant au collectif de travail de percevoir les conséquences des engagements de son organisation. Et ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement clé parce qu'il est assez transverse. Et c'est ce pourquoi aussi on plaide, nous, à la FND. Et donc, la dernière étape va concerner l'évaluation, mais en réalité, l'évaluation commence à l'étape 3. Donc, en fait, on est toujours en train d'évaluer, de rétroagir, etc. Et donc, effectivement, la mesure d'impact suppose une forme de souplesse dans l'action, ce qui n'est pas du tout évident selon les organisations. Il y a des organisations énormes qui n'auront pas cette souplesse-là, mais peut-être que cette communauté d'enquêteurs va permettre de faire remonter les bonnes infos et de pouvoir bouger au moment où il faut bouger. Donc, la démarche d'évaluation nécessite de l'impact, de la souplesse.
c'est-à-dire la capacité à ne pas s'enfermer dans une vision afin d'être capable d'ajuster et de rétroagir. Elle nécessite aussi de faire des choix forts. Je ne peux pas tout changer en même temps. Donc il faut que je choisisse des axes extrêmement clairs et extrêmement forts. Et elle nécessite enfin des moyens et du pouvoir d'agir dans les temporalités adéquates. Et j'en arrive à mon dernier point, car le temps passe justement. En termes de diversité et d'inclusion, il est souvent nécessaire de dépasser le court-termisme pour garantir les effets d'une politique. Et j'en arrive ici à quelques préconisations qui sont dans le livre. On peut passer à la slide qui est celle-là. Et je vais parler de 3 préconisations plutôt que 4. Mais effectivement, le court-termisme peut être un danger. Donc c'est pour ça qu'il faut bien évaluer aussi le temps que vous escomptez pour faire un peu changer les choses. Donc les obstacles à l'égalité et à la diversité étant systémiques et non pas conjoncturels, il faut pouvoir inscrire ces actions dans le long terme afin de modifier la culture de l'entreprise d'un point de vue des enjeux d'égalité professionnelle, d'inclusion des personnes en situation de handicap, de phénomènes comme le racisme, le sexisme ou l'homophobie. Et donc, dans le livre, on a 9 préconisations, j'en ai extrait de 4, et je vais encore en parler de 2, mais qui sont là pour essayer de lever les freins. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de freins qu'on n'arrivait pas à percevoir. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais d'anticipation des effets attendus. Et c'est comme si, parfois, on mettait en place des dispositifs sans anticiper ces effets-là. Or, si j'arrive à les expliciter et à dire qu'est-ce que je veux à telle étape, eh bien, je peux aussi faire une communauté d'enquêteurs. Je peux aussi mieux expliquer aux gens pourquoi c'est important. Donc, j'arrive à impliquer les collaboratrices et les collaborateurs. Et donc, pour moi, effectivement, typiquement, la CSRD est un levier d'engagement extrêmement fort pour les collaboratrices et les collaborateurs. Et donc, un autre élément de réussite, à notre sens, c'est de croiser les méthodes quantitatives et qualitatives. Donc, la quantification, évidemment, elle joue un rôle important, mais elle ne résume pas à elle seule le travail d'évaluation de l'impact. Donc, l'ouvrage invite à sortir de la fétichisation des chiffres et à mieux articuler les approches quantitatives et les approches qualitatives qui permettent de comprendre plus finement les enjeux et les contraintes d'une situation. Et il y a un dernier élément qui est vraiment important pour moi et qui est lié à la conflictualité. Donc ce n'est pas dans le bon ordre, mais c'est important pour moi d'insister là-dessus. Il faut être capable d'affronter la conflictualité face aux changements et aux ajustements nécessaires. Si les thématiques diversité et inclusion suscitent généralement l'adhésion, qui peut ne pas avoir envie de lutter contre les discriminations, elles sont aussi susceptibles de remettre en cause des rapports de pouvoir ou de changer la répartition des ressources entre les groupes sociaux, entre hommes et femmes, entre majorité et minorité. La remise en cause des façons de faire traditionnelles et des équilibres de force est donc susceptible de créer du conflit ou des oppositions. Donc finalement, tout ce qu'on dit dans le bouquin en permanence, c'est anticiper. Anticiper les effets, anticiper les types de conflictualité que vous allez avoir, anticiper les manières dont vous allez pouvoir embarquer votre collaborateur et collaboratrice. Et donc, on s'est rendu compte qu'avant de mettre en place des dispositifs, il faut penser à tous ces éléments-là. Et donc, ça fait que vous pouvez mapper véritablement votre méthode d'évaluation d'impact. Et vraiment, ces histoires de conflictualité à lever, ces freins, ils sont hyper importants, encore une fois, à anticiper. Donc, le livre, il invite à anticiper pour réussir, à ne pas se laisser aussi intimider par des notions qui sont complexes en apparence, comme imputabilité, double matérialité, etc. Tout aussi ce qu'on trouve un tout petit peu dans la CSRD. Donc, en permettant de comprendre et en offrant des repères, l'ouvrage ouvre le chemin de l'évaluation des politiques de diversité et d'inclusion. Je n'en dis pas plus et je m'arrête là, et je vais laisser la parole à Chloé et à ses invités pour vous parler plus en détail du livre. Merci beaucoup.